Bonjour chers spectateurs. Dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo avant que nous commencions. Je m'appelle Margaret et j'ai 60 ans. Hier, j'ai failli mourir seule dans un lit d'hôpital pendant que mon fils unique débouchait du champagne et applaudissait une femme entrée dans sa vie il y a seulement 6 ans. Pourtant, je l'ai porté 9 mois. Je l'ai allaité malgré mes sremalons crevassés. J'ai vendu mon alliance pour payer ses frais de scolarité. J'ai supplié à genoux pour l'inscrire dans une université privée. Et malgré tout, il a choisi une fête d'anniversaire plutôt que moi. Savez-vous ce que c'est de supplier pour avoir de l'air et de l'amour en même temps? D'appuyer sur le bouton d'appel à l'hôpital, non pas parce que la douleur vous tue, mais parce que la solitude vous achève plus rapidement. La vérité, c'est que la pneumonie ne m'effrayait pas. Ce qui m'effrayait, c'était la facilité avec laquelle j'ai été oubliée. Tout a commencé il y a 3 jours. Je me sentais faible, mais je pensais que c'était juste l'âge, jusqu'à ce que je m'effondre dans la cuisine. Les voisins m'ont emmené à l'hôpital. Je leur ai demandé d'appeler David. Ils l'ont fait, mais il n'est pas venu. Il n'a même pas rappelé. J'étais allongée dans ce lit blanc, des tubes d'oxygène dans le nez, le moniteur cardiaque émettant des bilans. Je regardais la porte toutes les 5 minutes comme une idiote attendant un fantôme. Mais mon fantôme était vivant, juste occupé. Occupé à décorer son salon avec des ballons d'anniversaire pour sa femme, Sarah. Quand l'infirmière Busy est entrée vers 17h et a demandé « Maman, votre fils est-il venu ?» J'ai forcé un sourire et dit « Il est en route. » J'ai menti. David ne venait pas. Il avait publié des photos avec Sarah sur Facebook. Tenues assorties, dîner aux chandelles, amis qui rien, une table pleine de cadeaux. Pourtant moi, la femme qu'il a élevée avec des pieds crevassés et des yeux gonflés, je ne méritais même pas un coup de téléphone. Cette nuit-là, j'ai tellement pleuré que l'oreiller était mouillé jusqu'au matin. Ce n'était pas la première fois qu'il me décevait. Mais c'était la première fois que j'arrêtais de lui trouver des excuses. C'était le moment où quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon corps, mais mon esprit. J'ai regardé le mur à côté de mon lit, la seule chose qui me tenait compagnie. Puis j'ai regardé mon sac à main près du support de perfusion. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de la seule maison que j'ai jamais possédée. La maison que j'ai construite avec son défunt père. La maison que David disait toujours qu'il rénoverait quand j'aurais cette promotion. Cette maison, je l'ai vendue avant le lever du soleil. Oui. J'ai appelé M. Ogonai, notre ami de famille et agent immobilier. Je lui ai dit « Trouve quelqu'un qui l'achètera rapidement, en espèces. » Aujourd'hui, il était choqué. Maman Margaret et David. David a choisi son avenir, ai-je répondu. Maintenant, laisse-moi décider quelle partie de mon passé mérite de rester. À 15 ans, la maison était partie. À 18h, j'avais signé les papiers. Et à 20h, David a finalement appelé « Maman ». J'ai vu des appels manqués. Désolée. Tu sais que c'est l'anniversaire de Sarah aujourd'hui. J'étais tellement occupée. Je n'ai pas répondu. Il a ajouté. Mais comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu étais à l'hôpital. Je serais venue, je te jure. Mais Sarah planifie cet anniversaire depuis des semaines. J'ai murmuré. David, j'ai vendu la maison. Silence. Quoi? Sa voix tremblait. J'ai vendu la maison. Hier. Elle n'est plus à nous, ni à toi, ni à moi. Quel genre de blague est-ce, maman? C'est mon héritage. Où vais-je habiter? Où Sarah et moi allons nous emménager? J'ai souri amèrement. Emménage là où tu as célébré son anniversaire. C'est là que ton cœur se trouve maintenant. C'est ta maison. Et j'ai raccroché. Mais je ne savais pas. Quelque chose que je n'aurais jamais attendu de mon propre fils. Quelque chose qui me ferait me demander si j'avais donné naissance à l'amour ou au regret. Le lendemain matin, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte brusquement. Et ce n'était pas un médecin. C'était David. Son visage était rouge, les yeux orbités de fureur, et derrière lui se tenaient 2 agents de sécurité de l'hôpital essayant de le calmer. Avant que je puisse me redresser correctement, il m'a pointé du doigt et a crié « Comment oses-tu vendre cette maison sans me le dire ?» J'ai cligné des yeux. Pas de maman, ça va. Pas de maman, je suis désolée de ne pas être venue. Juste de la rage, pour une maison. David, ai-je murmuré, essayant de rester calme, tu n'es pas venu quand je luttais pour ma vie. Il a marché jusqu'à mon chevet. Parce que j'étais occupée avec ma femme.
Tu aurais pu attendre quelques jours avant de prendre des décisions stupides. Ma poitrine s'est serrée. L'infirmière Busy est accourue et a crié. Jeune homme. Baissez la voix, c'est un hôpital. Mais David s'en fichait. Je suis ton fils unique. A-t-il sifflé. Sais-tu ce que les gens diront quand ils apprendront que ma propre mère a vendu notre maison familiale dans mon dos? C'est alors que j'ai réalisé quelque chose. David n'était pas en colère parce que j'étais blessée. Il était en colère parce que j'avais blessé sa fierté. J'ai pris une lente respiration. J'étais seule. David. Seule. J'aurais pu mourir, et tu l'aurais simplement appris sur Facebook. Il m'a regardée comme une étrangère. Mais tu n'es pas morte. Tu es là maintenant. Alors pourquoi tout vendre comme une folle? Mon cœur s'est brisé. J'ai donné naissance à cet homme. Je l'ai soigné pendant le paludisme, les chagrins d'amour et le chômage. Je l'ai défendu contre la discipline de son défunt père. J'ai eu faim pour qu'il puisse manger. Et maintenant, il se tenait au-dessus de moi, me traitant de folle, parce que j'avais vendu une maison que j'avais construite avec ma propre douleur. Avant que je puisse parler à nouveau, une voix calme est entrée dans la pièce. C'était Sarah. Oui, sa femme. Elle est entrée portant une robe rouge comme si elle venait pour un mariage plutôt que pour un hôpital. Maman, s'il te plaît, ne le prends pas personnellement, a-t-elle dit doucement. Nous pensions simplement que la maison ferait partie de notre avenir, c'est tout. Notre avenir. La même femme qui célébrait son anniversaire pendant que je respirais grâce à une machine avait maintenant l'audace de dire que la maison était aussi à elle. J'ai lentement hoché la tête. Vous pouvez tous les deux partir maintenant. David a ricané. Nous n'allons nulle part jusqu'à ce que tu nous dises qui a acheté cette maison. Je l'ai déjà fait, ai-je dit, détournant mon visage. Qui? J'ai souri faiblement. Quelqu'un qui comprend que l'amour est plus qu'un héritage. Il a frappé le mur. Je n'ai pas tressailli. Ce soir-là, l'hôpital m'a libérée. Je n'ai pas dit à David où j'allais. J'ai simplement pris un taxi jusqu'à l'endroit que j'avais arrangé avec l'argent de la vente de la maison, un petit appartement d'une pièce dans une résidence tranquille. Ce n'était pas luxueux. Mais pour la première fois, c'était à moi. Pas quelque chose pour lequel quelqu'un pourrait se battre contre moi. Je pensais que la paix viendrait maintenant. J'avais tort, car 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Non, pas une lettre. Une convocation légale. David me poursuivait en justice. Oui, mon propre fils m'a traîné devant les tribunaux pour avoir vendu une maison que j'avais construite. Le papier disait disposition illégale d'un bien familial sans le consentement du plus proche parent. Mes mains tremblaient. C'était le même garçon qui avait pleuré parce que j'avais manqué sa pièce de théâtre à l'école. Maintenant, il voulait me traîner devant les tribunaux comme si j'étais une criminelle. J'ai laissé tomber le papier et j'ai pleuré jusqu'à ce que mon corps tremble. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'ai-je fait de mal? Et juste quand je pensais que c'était fini, quelqu'un a frappé à ma nouvelle porte. Je l'ai ouverte avec des yeux gonflés et j'ai vu quelqu'un que je n'attendais pas. Pas David, pas Sarah. L'acheteur. Un homme grand en chemise blanche, souriant calmement. Bonsoir, madame, dit-il doucement. S'il vous plaît, pouvons-nous parler? De la maison. Je l'ai regardé, confuse. Quoi à propos? Il s'est avancé à chuchoter des mots qui ont figé mes jambes. Je n'ai pas acheté la maison pour moi. Je l'ai achetée pour quelqu'un qui voulait rester anonyme. Mais la personne m'a demandé de vous donner cette note. Il m'a tendu une petite enveloppe blanche. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. Et ce que j'ai lu à l'intérieur m'a fait m'asseoir par terre, pleurant comme un bébé. Parce que ce n'était pas juste une lettre. C'était un fantôme de mon passé, me tendant la main depuis un endroit que je croyais enterré à jamais. Pardonne-moi, Margaret. Je sais que je suis partie trop tôt. La lettre était signée par mon défunt mari. Je restais assise sur le sol avec la lettre encore dans ma main, mais mes larmes n'avaient rien à voir avec l'encre sur la page. La vérité? Peu importait ce que disait la lettre. Ce qui me faisait mal, c'était que j'étais maintenant la mère qui avait besoin de lire des lettres pour se sentir appelée. Voilà ce que devient parfois la maternité. Un sacrifice silencieux. Une histoire pour laquelle personne n'applaudit. Une prière à laquelle personne ne répond. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans mon vieux sac à main. L'homme qui l'avait apportée se tenait maladroitement près de la porte, comme quelqu'un qui ne savait pas s'il devait parler ou disparaître. Je suis désolé, madame, dit-il encore. Je faisais seulement ce pourquoi j'étais payé. J'ai hoché la tête
et lui ai dit de partir. Il est parti tranquillement, sans drame, tout comme David avait quitté mon cœur. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis l'arrivée de la lettre du tribunal. Pas un appel, pas un message, pas même pour me demander si j'avais un avocat. Et au fond, je savais de quoi il s'agissait vraiment. Pas la maison, pas Sarah, mais la valeur. Une fois qu'une mère cesse d'être utile, elle devient invisible. C'est ainsi que fonctionne le monde maintenant. Nous élevons des enfants, les aimons sans retenue, leur consacrons toute notre vie, puis nous vieillissons et relâlissons, et soudain nous sommes un fardeau. Nous devenons le message WhatsApp auquel ils oublient de répondre. Nous devenons les appels manqués qu'ils effacent sans rappeler. Nous devenons maman, je te rappellerai plus tard. Mais plus tard ne vient jamais. Cette nuit-là, je me suis préparé un petit pot de riz. L'électricité s'est coupée à mi-chemin, mais je ne me suis pas embêtée avec le générateur. Je me suis assise dans le noir et j'ai mangé avec mes doigts. Pas de télé, pas de ventilateur, pas de son, juste le silence et les souvenirs. Je me souvenais comment David courait dans la cuisine en criant « Maman, donne-moi de la viande », même quand il n'y en avait plus. Je me souvenais avoir caché des morceaux de poisson juste pour le surprendre pendant les examens. Je me souvenais avoir mis en gage ma dernière pièce d'or pour lui acheter un ordinateur portable. Mais maintenant il était occupé à parler avec des avocats parce que sa mère avait osé protéger sa paix. Je n'ai pas bien dormi. Le matin est venu trop vite. Et aussi un autre appel téléphonique. Cette fois, c'était de mon vieil ami, Mama Nekeshi. Margaret, dit-elle, ton fils et sa femme ont publié des choses en ligne. Ce n'est pas gentil. Ils disent aux gens que tu es mentalement instable. Ma gorge s'est serrée. Quoi? Où est-elle continuée? Sarah a dit que tu as besoin de prière, que la vieillesse te rend paranoïaque. Les gens à l'église le lisent. C'est partout. Je ne pouvais pas parler. Ma langue était lourde. Ils ne voulaient pas seulement la maison. Ils voulaient aussi détruire mon nom. J'ai terminé l'appel, je me suis levée lentement et je suis allée devant le miroir. Mon visage avait plus vieilli en une semaine qu'en 10 ans. Mes yeux étaient gonflés, mes joues creuses. Mais je n'étais pas folle. J'étais juste. J'ai fait défiler de vieilles photos. David a 5 ans avec une dent de devant manquante. David tenant son certificat TNYC. David le jour de son mariage, souriant à Sarah, comme si le monde était entre ses mains. Dans aucune de ces photos, je ne manquais. J'étais là dans toutes. En arrière-plan. Dans l'ombre. Toujours derrière la caméra. Jamais dans le cadre. Et maintenant? Il voulait m'effacer complètement de l'image. J'ai pris une profonde respiration, ouvert ma boîte de messages et tapé. À David, j'ai vu ce que toi et Sarah avez écrit. Je ne te combattrai pas. Je ne te traînerai pas sur les réseaux sociaux ou devant les tribunaux. Je t'ai élevé avec amour, pas avec amertume. Mais j'espère, quand tu auras 60 ans, et que tu seras allongé sur un lit d'hôpital, je suis toujours ta mère. Mais je ne supplierai pas pour être traitée comme telle. J'ai appuyé sur envoyer. Et je me suis rassise. Pas pour attendre une réponse, mais pour enfin me reposer de courir après un amour que j'avais déjà gagné. 2 jours plus tard, j'ai entendu frapper à ma porte. Ce n'était pas David. Mais ce que la femme sur mon pas de porte a dit a fait trembler mes genoux. Le coup a retenti à nouveau, doux, puis plus ferme. J'ai hésité. Je n'attendais personne. Pas David. Pas Sarah. Je n'avais dit à personne où je vivais maintenant, sauf à Mama Nekeshi. J'ai serré mon pagne plus étroitement et me suis traînée jusqu'à la porte. Dehors se tenait une jeune femme que je ne reconnaissais pas. Robe simple, sandales plaites. Pas de maquillage, mais il y avait quelque chose dans ses yeux à le genre de chagrin qui parle avant que les lèvres ne s'ouvrent. Bonjour, madame, dit-elle, tenant une enveloppe brune. S'il vous plaît. Êtes-vous madame Margaret? J'ai lentement hoché la tête. Oui. Elle m'a tendu l'enveloppe des 2 mains. On m'a dit de vous donner ceci. C'est de votre locataire. J'ai cligné des yeux. Quel locataire? Elle s'est mordu la lèvre nerveusement. Celui qui a acheté votre ancienne maison. Mon oncle. Il est décédé hier matin. Mais avant de mourir, il m'a demandé de vous apporter ceci directement. Il a dit de ne pas l'envoyer par la poste, de ne pas appeler. Il a dit que vous méritiez de l'entendre en personne. Je tenais l'enveloppe, confuse. Qu'y a-t-il dedans? Je ne sais pas, madame. Je suis désolée de vous déranger. Elle s'est légèrement inclinée et est partie sans un mot de plus.
Je suis restée là longtemps, fixant l'enveloppe comme si elle contenait la vérité d'un passé dont je ne me souvenais même pas. Dans ma chambre, je me suis assise au bord de mon lit et l'ai déchirée. C'était une note manuscrite. Et ce que j'ai lu à l'intérieur ne m'a pas seulement piqué, cela a brisé quelque chose en moi. Chère Madame Margaret, je sais que vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais il y a 21 ans, vous avez sauvé la vie de ma mère. Elle était femme de ménage dans votre résidence, celle que vous avez laissée rester dans votre quartier des domestiques, après que son mari l'ait abandonnée. Vous avez payé les frais d'examen WEX de son fils quand personne d'autre ne le ferait. Ce garçon, c'était moi. Des années plus tard, je suis devenu avocat. Je ne vous ai jamais oublié. Quand votre fils a mis la maison sur les réseaux sociaux prétendant que vous étiez devenu sénile, j'ai demandé à vous rencontrer déguisé. Je vous ai vu et j'ai su. Je n'ai pas acheté votre maison pour la posséder. Je l'ai achetée pour protéger votre nom. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas sénile. Vous êtes juste une mère qui a trop donné et trop peu reçu. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Merci de m'avoir sauvée à l'époque. J'aurais seulement souhaité vous avoir sauvé aussi, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai couvert ma bouche tandis que mon corps tremblait. Je ne pouvais pas respirer un moment. Quelqu'un que j'avais aidé sans même m'en souvenir. Pendant ce temps, celui que j'ai porté dans mon ventre, celui à qui j'ai donné mon sein, mon sommeil, mon sang, il était là-bas, toujours silencieux, toujours à regarder, toujours à attendre la date du tribunal. Et c'est alors que le téléphone a sonné. Maman Nekchi à nouveau. Margaret, as-tu entendu? Je me suis redressée. Entendu quoi? Elle a baissé la voix. Sarah a quitté la maison de David. Ma bouche est tombée. Quitté. Pourquoi? Elle a encore posté quelque chose en ligne, parlant de comment un homme qui ne respecte pas sa mère ne peut jamais valoriser une épouse. Les gens la critiquent dans les commentaires. J'ai senti mon cœur sauter. Cela pouvait-il être réel? Mais Maman Nekchi n'avait pas fini. Elle a aussi dit. Quelqu'un dans leur résidence l'a entendu pleurer et a appelé la police. Ma poitrine s'est serrée. Pas avec joie, pas avec vengeance, mais avec tristesse. Parce qu'à ce moment-là, je me suis souvenue de quelque chose que ma propre mère m'avait dit. Si un enfant n'apprend pas à honorer le ventre qu'il a mis au monde, la vie lui apprendra à s'agenouiller par force. Je ne souhaitais pas de douleur à David. Je souhaitais seulement qu'il ait appris l'amour sans avoir à tout perdre à bord. Ce soir-là, j'ai éteint mon téléphone. Non pas parce que je ne voulais pas en entendre plus, mais parce que je voulais enfin la paix. J'avais porté mon fils pendant 9 mois, mais j'avais porté cette douleur pendant 9 ans. Il était temps de lâcher prise. Lâcher la maison. Lâcher la blessure. Lâcher l'image de David qui n'existait plus. Cette nuit-là, je me suis assise dehors sur ma chaise en plastique, regardant le ciel. Un des petits garçons voisins est passé et m'a fait signe. J'ai fait signe en retour. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, j'ai peut-être perdu ma maison, j'ai peut-être perdu mon fils, mais je n'avais pas perdu mon cœur. Et tant que ce cœur battait encore, j'avais encore une chose que le monde ne pouvait pas me prendre, la dignité. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à nouveau. Cette fois, c'était David. Mais il n'était pas seul. Ce qu'il tenait dans sa main m'a fait lâcher ma tasse de thé. Quand j'ai ouvert la porte, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à voir David. Et je n'étais certainement pas prête à voir ce qu'il tenait. Un bouquet de fleurs blanches, propres, fraîches, soigneusement emballées, mais sans vie, comme les choses que les gens donnent quand ils sont trop tard. Il n'a pas parlé immédiatement. Ses yeux parcouraient la pièce, mon pan usé, mes yeux fatigués, la peinture qui s'écaille sur mes murs. Pas de jugement, juste de la gêne. Comme un garçon qui ne reconnaissait plus la mer sur laquelle il s'asseyait autrefois. Derrière lui se tenait une femme. Pas Sarah. Celle-ci semblait plus âgée. Peut-être la quarantaine. Cheveux soignés, montre en or, sandales coûteuses. Elle ne souriait pas. Elle ne saluait pas. Elle se tenait juste là, me regardant comme une étrangère curieuse. Puis David a finalement parlé. Maman, je peux entrer, je n'ai pas bougé. Pourquoi faire? Il a paru surpris. Pour parler. Pour expliquer. J'ai fait un signe de tête vers les fleurs dans sa main. Sont-elles pour moi? Il a baissé les yeux comme s'il venait de réaliser qu'il les tenait encore. Oui. J'ai fait un petit sourire fatigué. L'anniversaire de ta femme avait aussi des roses. Je les ai vues sur son Instagram. Il s'est figué. Es-tu venu ici parce qu'elle t'a quitté?
Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. J'ai reculé et ouvert la porte plus largement. Entre. Parlons. À l'intérieur, le silence entre nous était plus fort que n'importe quelle dispute. Il s'est assis sur la même chaise en plastique que j'utilisais pour les prières du soir. Je me suis assise sur le lit. La femme mystérieuse s'est assise près de la fenêtre et a croisé les jambes chambres, comme si elle était là pour prendre des notes. J'ai croisé les bras. Vas-y, parle. David a soupiré. Maman, j'ai tout gâché. J'avais tort. J'aurais dû venir à l'hôpital. J'aurais dû prendre de tes nouvelles. J'aurais dû tenir tête à Sarah. Je sais que je t'ai déçue. Je n'ai pas répondu. Il s'est penché en avant. J'ai tout perdu, maman. Sarah est partie. Mon travail est en danger. Les gens en ligne me traînent dans la boue. Et j'ai vu ton message. Je l'ai regardé. Et il s'est mordu la lèvre et ça m'a brisé. J'ai lentement hoché la tête. Mais je n'ai toujours pas pleuré. Parce que j'avais déjà pleuré quand j'avais le plus besoin de lui et qu'il choisissait gâteau et ballon plutôt que ma douleur. Je n'avais plus de larmes à donner, seulement la vérité. Tu veux le pardon? Ai-je demandé doucement. Il a levé les yeux. Oui. J'ai montré la femme près de la fenêtre. Et qui est-elle? La femme s'est levée et s'est présentée. Je m'appelle mademoiselle Evelyne. Je suis thérapeute. Il me consulte depuis 3 semaines. J'ai cligné des yeux. Une thérapeute. David avait l'air honteux. C'est elle qui m'a aidé à voir ce que j'ai fait de mal. Elle a dit que je dois affronter ce dont j'ai fui. Et c'est toi. J'ai pris une longue respiration. Enfin, un petit morceau d'honnêteté. Mais ça faisait encore mal. Pas parce qu'il essayait, mais parce qu'il avait besoin d'une étrangère pour lui dire ce que sa mère avait crié en silence. David, ai-je murmuré, pourquoi n'es-tu pas venu quand j'ai appelé de l'hôpital? Il a lentement secoué la tête, les yeux maintenant humides. J'étais égoïste, maman. Je pensais que tu exagérais. Je pensais que c'était juste du paludisme. Sarah a dit que nous avions déjà fait des plans. Tu pensais que j'exagérais? Ai-je répété lentement. Il a hoché la tête, honteux. Je ne pensais pas que c'était grave. Sais-tu ce qu'ils ont diagnostiqué? Il a secoué la tête. Je me suis penchée en avant et l'ai regardé droit dans les yeux. Hypertension, induite par le stress. Ma tension artérielle était montée si haut que le médecin a dit que j'aurais pu avoir un AVC. Et sais-tu pourquoi? Parce que je m'inquiétais. Pour toi. Il a baissé les yeux et essuyé ses larmes. J'avais l'habitude de prier pour que tu réussisses. Ai-je continué? Mais je n'ai jamais imaginé que ton succès serait la même chose qui te rendrait trop occupé pour moi. Il a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Non, ne parle pas. Écoute juste. Je me suis levée et me suis dirigée vers la vieille armoire en bois. J'en ai sorti un album photo défraîchi. À l'intérieur se trouvaient des photos de ses anniversaires, chaque année, de 1 à 25 ans. Tu vois ça? J'ai feuilleté les pages. Chaque année, j'ai cuisiné pour toi. Acheté de nouveaux vêtements. Invité tes amis. J'ai fait en sorte que tu souris. Je n'ai jamais manqué un anniversaire. Il a regardé les photos comme si c'était des fantômes. Mais la seule fois où j'étais dans un lit d'hôpital, incapable de me lever, tu as choisi une femme qui avait encore un anniversaire devant elle. La thérapeute a reniflé. Elle pleurait silencieusement maintenant. David tremblait déjà. Je suis désolée, a-t-il dit à travers ses larmes. S'il te plaît, maman, je suis désolée. J'ai encore hoché la tête lentement. Je te pardonne, ai-je dit doucement. Mais pardonner n'est pas la même chose qu'oublier. Et la confiance. Il a baissé la tête. J'ai placé l'album photo sur ses genoux. Prends-le, garde-le. Qu'il te rappelle que ta mère était présente pour chaque année de ta vie. Il a serré l'album et a sangloté. Je ne l'ai pas touché, parce que c'était étreint. Venez Dick sans trop tard. Alors qu'il se levait pour partir, la thérapeute m'a chuchoté quelque chose à l'oreille qui a glacé tout mon corps. Madame, il n'est pas le seul qui est venu me voir. Sarah aussi. Et ce qu'elle m'a dit, vous méritez de le savoir. Je me suis figée. La voix de la thérapeute résonnait encore dans mes oreilles, mot pour mot. Sarah est venue me voir aussi. Et ce qu'elle m'a dit, vous méritez de le savoir. Je l'ai regardée, lentement, sans cligner des yeux, respirant juste. Qu'a-t-elle dit? Ai-je demandé. Mademoiselle Evelyn a hésité. Elle a regardé David, puis moi.
Elle est venue me voir avant de quitter le mariage, a-t-elle dit doucement. Elle voulait parler de pourquoi elle est partie, et ce n'était pas seulement à cause de lui. David a brusquement relevé la tête. De quoi parles-tu? Mademoiselle Evelyne a pris une lente respiration. Sarah a dit qu'elle ne vous détestait pas. En fait, elle a dit que vous lui rappeliez sa propre mère. J'ai ri légèrement. C'est riche. Sa mère doit être un punching ball aussi. La thérapeute a secoué la tête. Non, madame. Elle voulait dire que vous étiez forte, calme, toujours observatrice. Mais elle a dit que vous ne l'aimiez jamais. Je me suis levée. C'est un mensonge. Elle a dit qu'elle se sentait jugée. Pas la bienvenue. Comme si elle était en compétition pour votre fils. David s'est tourné vers moi. Maman, est-ce vrai? J'ai croisé les bras. Que veux-tu dire par est-ce vrai? J'ai cuisiné pour elle. Je l'ai saluée. Je suis même restée loin de votre maison juste pour vous donner la paix. Mais est-ce que tu l'aimais bien? A-t-il demandé. Cette question a percé quelque chose en moi. Parce que la réponse n'était pas aussi simple que oui ou non. Alors je me suis rassise et j'ai parlé du fond du cœur. Elle était ton choix, ai-je dit. Et j'ai accepté cela. Mais non, je n'aimais pas la façon dont elle te parlait. Je n'aimais pas comment elle te rabaissait en public. Elle ne te respectait pas. Et ça me faisait mal. Une femme peut t'aimer et quand même te briser lentement, David. Il a fixé le vide comme quelqu'un qui connecte des points qui ont toujours été là, mais qu'il était trop aveugle pour voir. Mademoiselle Evelyne a hoché la tête. C'est ce que Sarah a dit. Que vous ne l'aimiez pas, et que vous étiez silencieuse à ce sujet. Mais elle a aussi dit autre chose. Je me suis penchée. Quoi? Elle a dit, David s'est retourné. Moi, la thérapeute a secoué la tête. Non, votre maman, moi. J'ai cligné des yeux, confuse. De quelle aide avais-je besoin? Ai-je demandé doucement. Mademoiselle Evelyne a sorti un petit papier plié de son sac. Sarah a écrit ceci et m'a demandé de vous le donner un jour. Elle a dit, si quelque chose arrive, si David revient vers elle, donnez ceci à sa mère. Elle me l'a tendu. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Ce n'était pas long. Juste quelques lignes douloureuses manuscrites. Chère maman, je suis désolée pour tout. J'aurais aimé que vous sachiez combien de nuits j'ai pleuré en essayant d'être acceptée par vous. J'aurais aimé que vous sachiez que votre fils ne vous raconte pas toujours toute l'histoire. Je l'ai supplié d'aller à l'hôpital. J'ai même proposé d'annuler mon dîner d'anniversaire. Il a dit que vous iriez bien. Il a dit que vous exagérez toujours votre santé pour culpabiliser. Et pour votre anniversaire, il y a 2 ans, il a oublié. Je le lui ai rappelé. Il a dit que vous comprendriez. J'ai laissé tomber la lettre. Je ne pouvais pas respirer. J'avais l'impression que le sol sous moi s'était dérobé. J'ai fixé David. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'en est sorti. Tu as menti, ai-je murmuré. Il a secoué la tête. Je n'ai pas, ai-je crié. Ne rends pas les choses pires. Tu m'as dit qu'elle t'a fait manquer l'hôpital. Tu m'as dit qu'elle ne s'inquiétait pas. Il s'est levé. Pleurons maintenant. J'avais honte, maman. Je ne voulais pas que tu saches que je t'avais déçu tout seul. Je me suis détournée. La pièce tournait. Mon sang semblait chaud. Donc tout ce temps, toute la douleur, toute la colère que j'ai déversée sur le nom de cette fille était mal dirigée. Elle n'était pas parfaite, non. Mais elle ne méritait pas tout le blâme que j'ai placé sur elle. Et maintenant elle était partie. Hors de sa vie. Hors de ma portée. Et tout ce qui restait était la culpabilité. Je me suis lentement assise, les mains tremblantes. J'ai vendu la maison en pensant que je vous punissais tous les deux. Mais maintenant je vois, je menais la mauvaise guerre. David s'est agenouillé. Maman, s'il te plaît, je suis tellement désolée. Je l'ai regardé, vraiment regardé cet homme que j'ai élevé. Cet homme qui autrefois enroulait ses petits bras autour de mes genoux, juste pour m'empêcher d'aller au marché sans lui. Et maintenant il était là, s'agenouillant à nouveau, mais pas par amour, par regret. J'ai perdu la femme qui essayait de te respecter, a-t-il murmuré. J'ai perdu la maison que tu as construite pour moi, et maintenant je te perds aussi. Il y eut un long silence, puis j'ai parlé, doucement, mais final. David, la chose avec la perte, c'est que tu ne récupères pas toujours ce que tu as perdu, même si tu le retrouves. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. J'entendais continuellement sa voix dans ma tête, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé Sarah, et elle a décroché. Je ne savais pas à quoi je m'attendais.
Peut-être pensais-je que le numéro serait éteint, ou qu'elle l'ignorait. Peut-être même espérais-je qu'elle ne décroche pas. Mais quand le téléphone a sonné pour la 3e fois et que j'ai entendu sa voix dire Allô, mon cœur s'est arrêté. Sarah. Silence. Puis j'ai entendu un doux soupir douloureux. Madame. C'était si calme, si doux, pas en colère, pas grossier, juste fatigué. Fatigué comme quelqu'un qui avait appris à parler sans laisser son cœur parler aussi. Je ne pensais pas que tu décrocherais, ai-je dit doucement. Elle était silencieuse. Puis, dans un murmure qui semblait retenir des larmes, elle a dit J'ai toujours ton numéro enregistré sous le nom de maman. Cela m'a brisé. J'ai pressé le téléphone contre ma poitrine un instant, essayant de me ressaisir avant que les larmes ne coulent trop bruyamment. Sarah, j'ai lu ta lettre. Je ne pouvais pas continuer. Je ne savais même pas comment terminer cette phrase. Car que dit-on après avoir réalisé qu'on a peut-être détesté quelqu'un pour les mauvaises raisons? Que dit-on à la belle fille qui a porté le poids de ta froideur, mais a toujours gardé ton nom enregistré comme maman? Je ne savais pas, ai-je finalement dit. Je ne connaissais pas la vérité. Il y eut une autre pause. Puis elle a répondu avec quelque chose auquel je n'étais pas préparée. Je n'ai pas quitté David à cause de vous. Ma gorge s'est serrée. Elle a continué. Je l'ai quitté parce que j'avais l'impression de rivaliser avec une version fantôme de lui que vous aviez autrefois élevée. Que veux-tu dire? Je veux dire, a-t-elle dit, vous avez élevé un homme gentil et présent, un garçon qui vous protégeait, qui se souciait de vos sentiments. Mais quelque part en chemin, il est devenu une version de lui-même que je ne reconnaissais plus. J'ai écouté. Chaque mot était comme une petite lame. Il était physiquement présent mais émotionnellement absent, a-t-elle continué. Il aimait son travail plus que moi. Il aimait paraître parfait à vos yeux plus que vous dire la vérité. Il vivait comme s'il essayait de garder 2 vies heureuses, mais il échouait lentement aux 2. Je ne pouvais pas argumenter. Elle avait raison. Il avait changé. Et dans mon amour aveugle, je ne l'avais pas remarqué. Ou peut-être l'avais-je remarqué, mais j'ai supposé qu'elle en était la raison. Sarah, je t'ai jugée trop rapidement, ai-je finalement dit. Et je t'ai punie avec mon silence quand j'aurais dû poser des questions. Je suis désolée. Elle a reniflé. Je voulais être votre fille, madame. Vous ne savez pas combien de fois je me suis tenue à la porte de la cuisine juste à vous regarder cuisiner, espérant que vous m'appelleriez pour aider, espérant que nous parlerions comme des femmes, espérant que je pourrais être. Là, sur l'appel, j'ai tout laissé sortir. Les larmes que je retenais depuis des mois. La culpabilité que j'avais cachée derrière la colère. J'ai pleuré. Et quand je me suis calmée, j'ai dit ce que j'aurais dû dire il y a des années. Sarah, tu as toujours été suffisante. Je ne savais simplement pas comment te laisser entrer. Je suis désolée. Le silence qui a suivi n'était pas lourd. Il était guérisseur. Comme 2 personnes assises de différents côtés d'un pont brisé, de décidant finalement de le reconstruire avec la vérité. Elle n'a pas beaucoup parlé après cela. Nous avons terminé l'appel avec une promesse tranquille de reparler bientôt. Mais après avoir raccroché, je me suis tournée vers David, qui était assis tranquillement sur le canapé, la tête entre les mains. Tu savais qu'elle t'avait rappelé de me rendre visite à l'hôpital, ai-je dit. Et tu as menti. Il a hoché la tête. J'avais honte. J'ai soupiré. Et tu ne t'es toujours pas excusé. Il s'est levé. J'ai dit que j'étais désolée. Maman, non, David. Ai-je coupé. Tu as dit désolé parce que tu as été pris. C'est différent. Il semblait vouloir argumenter, mais il ne l'a pas fait. Il s'est juste rassis et s'est frotté le visage. J'ai vendu la maison par douleur, ai-je dit doucement. Mais maintenant je vois, la douleur venait de plus que ce seul jour à l'hôpital. Il a levé les yeux. J'ai continué. Elle venait de te voir t'éloigner, de te voir changer et ne pas savoir comment te rejoindre, de t'aimer tellement que ça faisait mal quand tu as cessé de me voir. Maman, a-t-il murmuré, la voix se brisant. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas me battre. Je veux que tu guérisses. Je veux guérir aussi. Il s'est levé et s'est approché lentement, puis s'est agenouillé à nouveau et a posé sa tête sur mes genoux. Elle me manque, maman. J'ai tout gâché. J'ai posé ma main sur sa tête. Pendant un long moment, nous n'avons rien dit. Juste assis là, une mère et son fils dans une pièce remplie de douleur, mais aussi finalement de paix. Et tandis que je caressais ses cheveux comme je le faisais quand il était petit, j'ai dit quelque chose qui m'a surprise même moi.
Tu dois aller la retrouver. Il a levé les yeux. Quoi? Va. Si elle décroche encore ton appel, vas-y. Elle ne me reprendra pas. Tu ne le sauras pas avant d'essayer. Il semblait confus. Et où resteras-tu? J'ai vendu la maison, tu te souviens? J'ai souri doucement. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Je me suis levée et me suis dirigée vers le tiroir, en ai sorti un trousseau de clés, et l'ai posé sur la table. La vieille maison de ton père. Je ne l'ai jamais vendue. Et je n'ai jamais dit à personne que je l'avais encore. Les yeux de David se sont écarquillés, parce que cette maison gardait un secret, un qu'il croyait depuis longtemps enterré. David a fixé les clés comme si elles étaient des fantômes. Ses lèvres tremblaient. La maison de papa? A-t-il répété dans un murmure. Oui, ai-je dit doucement. Celle à Cléhil. Celle que tu m'as supplié de ne jamais visiter après sa mort. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Ses yeux allaient et venaient comme si son esprit fouillait dans de vieux souvenirs enterrés. Tu l'as gardée toutes ces années? Je ne pouvais pas m'en défaire, ai-je dit doucement. Même quand j'ai vendu la maison où nous vivions, je ne pouvais pas vendre la maison de ton père. Elle contenait trop de lui. David s'assit lentement, comme si ses jambes perdaient leur force. Je pensais que tu détestais cet endroit, a-t-il marmonné. Tu disais qu'il te rappelait tout ce qui est douloureux. J'ai souri faiblement. Douloureux, oui, mais il me rappelait aussi l'amour. Et je ne voulais pas oublier ce que c'était. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit quelque chose qui m'a fait retenir mon souffle. Je ne suis pas retournée dans cette maison depuis le jour où nous l'avons enterrée. Pas une seule fois. Je le savais déjà. La douleur de la mort de son père avait changé quelque chose en David. Il est devenu plus dur, plus silencieux. Il a commencé à poursuivre le travail davantage, parlant moins. Et d'une manière ou d'une autre, il n'en est jamais revenu. Je pense qu'il est temps que tu y retournes, ai-je dit doucement. Il a lentement hoché la tête, puis il s'est levé et a pris les clés sur la table. Alors qu'il les tenait dans ses mains, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux, pas seulement de la tristesse, mais de la peur. Une peur que seule une personne portant des années de chagrin non résolu comprendrait. Il m'a regardé et a demandé « Viendras-tu avec moi ?» J'ai fait une pause. Puis j'ai souri. « Laisse-moi aller préparer un petit sac. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. » Le silence entre nous n'était pas froid cette fois. Il était profond et pensif. Quand nous avons atteint Clay Hill, il a ralenti en approchant du portail. Il était légèrement rouillé, mais toujours debout. Les vieilles fleurs près de la clôture étaient devenues sauvages. La maison ressemblait à un souvenir figé dans le temps. David l'a juste fixée. « Vas-y, ai-je murmuré. Ouvre-la. » Ses mains tremblaient alors qu'il tournait la clé et poussait la porte. L'odeur nous a frappés immédiatement. Poussière, vieux bois et autre chose. Quelque chose de nostalgique. Je suis entrée lentement, et il a suivi comme un garçon retournant dans la chambre où il a grandi. Il a regardé autour en silence. Le canapé était toujours là. Les vieux rideaux pendaient corps. L'horloge au mur avait cessé de faire tic-tac. Mais quand il est entré dans le petit bureau où son père avait l'habitude de lire, il s'est figé. La bibliothèque était couverte de toiles d'araignée, mais dessus, juste là où son père la gardait toujours, il y avait une boîte. Pas n'importe quelle boîte. Une boîte que David avait juré de détruire un jour. Il l'a atteinte avec des mains tremblantes. « David » ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. Il l'a lentement ouverte et a eu le souffle coupé. À l'intérieur se trouvaient des lettres. Des dizaines, chacune avec son nom dessus. Il a pris la première. Des larmes sont tombées alors qu'il l'ouvrait et commençait à lire. « Mon cher fils David, si tu lis ceci, cela signifie que tu es enfin rentré à la maison. J'ai toujours cru que tu le ferais. Je sais que je n'étais pas un père parfait, mais je t'ai aimé de tout mon être, et je voulais laisser quelque chose que tu pourrais lire les jours où le monde t'oublie. » David s'est assis par terre et a commencé à pleurer comme un enfant. Pas juste des larmes douces, des sanglots complets, brisés. Je me suis assise à côté de lui et j'ai tenu sa main. Il a continué à lire. Chaque lettre était datée. Chacune avait un nouveau message, certains sur la vie, d'autres sur l'amour, certains sur les regrets. Et il n'a été écrite juste 3 jours avant la mort de son père. Il l'a ouverte avec des doigts tremblants. « Phil, je t'ai vu grandir pour devenir un homme dont je suis fière. Mais ne laisse pas la douleur te faire oublier ta douceur. Ne laisse pas le monde te rendre dur. Un jour, tu seras marié. Et quand tu le seras,
Aime-la doucement. Ne poursuis pas le monde au point de manquer celle qui essaie de tenir ta main à la maison. David a laissé tomber la lettre. Il s'est effondré. Je ne l'avais jamais vu pleurer comme ça. Tous ces murs sont tombés. Des années de douleur, des années de prétention, tout s'est déversé sur ce sol poussiéreux. Et j'ai pleuré avec lui. Parce que je savais ce qu'il affrontait enfin. Lui-même, le petit garçon qui a manqué son père. L'homme adulte qui a oublié comment ressentir. Après un long silence, il a murmuré quelque chose qui a brisé mon cœur et l'a guéri en même temps. Je veux l'appeler. Alors fais-le, ai-je dit. Il a sorti son téléphone, a fixé l'écran et a fait une pause. Puis a dit quelque chose que je n'attendais pas. Maman. Et si elle était déjà passée à autre chose? Je n'ai pas répondu. Parce que je ne savais honnêtement pas. Mais juste au moment où j'allais parler, le téléphone a vibré. Un message. Il l'a ouvert. Et s'est figé. Le message venait de Sarah. Une phrase. J'ai vu ton appel manquer. Il y a quelque chose que je dois te dire aussi. Mais c'est à propos du bébé. Les mains de David tremblaient. Il s'est tourné lentement vers moi. Ses lèvres bougeaient à peine. Maman? De quel bébé parle-t-elle? Maman? De quel bébé parle-t-elle? La voix de David était à peine audible. Son visage est devenu pâle. La lettre dans sa main est tombée au sol comme un morceau oublié de son passé. J'ai cligné des yeux. Bébé. Ai-je répété, incertaine d'avoir bien entendu. Il fixait son téléphone, la mâchoire serrée, comme s'il allait se briser dans sa main. Il a cliqué sur le message de Sarah à nouveau, comme si le relire une fois de plus ferait changer les mots. J'ai vu ton appel manquer. Il y a quelque chose que je dois te dire aussi. Mais c'est à propos du bébé. Mon cœur battait fort. Il m'a regardé comme un homme qui venait d'être largué dans un désert sans carte. Elle ne peut pas être enceinte, a-t-il murmuré. Elle n'a rien dit. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était juste des disputes. Un silence froid. Rien à propos d'un bébé. J'ai avalé difficilement, ne sachant pas quoi dire. Une partie de moi voulait le réconforter, une autre voulait rester silencieuse. Mais la mère en moi savait que le silence n'était pas la réponse maintenant. Peut-être qu'elle voulait dire avant, ai-je dit doucement, mais quelque chose l'a retenue. Les lèvres de David tremblaient, ou peut-être que je l'ai tellement éloignée qu'elle ne pensait même pas que ça m'importerait. Il s'est détourné, faisant les 100 pas sur le vieux plancher en bois du bureau de son père. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Je l'observais depuis le coin de la pièce. Mon fils, un homme adulte, semblait soudain comme ce garçon perdu à nouveau. Il a tapé sur son téléphone avec des doigts moites. Sa voix s'est brisée quand il a parlé. Je l'appelle. Le téléphone a sonné. Une fois, 2 fois, 3 fois. Puis, David. Sa voix est venue. Faible. Qu'elle m'a arrêté de faire les 100 pas. Sa voix s'est coincée dans sa gorge. Sarah, tu as dit quelque chose dans le message à propos d'un bébé. Silence. Un silence long et mort. Puis un petit souffle douloureux. David, je ne savais pas comment te le dire. Tout entre nous a été si brisé dernièrement. Ou pire que j'utilisais ça pour arranger les choses entre nous. David s'est assis. Ses doigts ont agrippé ses cheveux. Es-tu enceinte, Sarah? Un autre souffle. Celui-ci craquait d'émotion. Oui. Ce seul mot a frappé la pièce comme une vague d'eau froide. David m'a regardé choqué, brisé, confus. De combien? A-t-il demandé. 6 semaines, a-t-elle murmuré. Je l'ai découvert la nuit où tu as oublié mon anniversaire. Sa tête est tombée dans ses mains. J'allais te le dire, a-t-elle ajouté rapidement. Mais cette nuit-là, tu n'es pas rentré à la maison? J'ai pleuré jusqu'à m'endormir. J'ai pensé, peut-être vaut-il mieux que j'élève ce bébé seul que de supplier encore ton attention. Les larmes coulaient librement sur le visage de David maintenant. Et moi, j'ai dû retenir mon propre souffle, parce que c'est la partie que les mères prient pour que leur fils n'ait jamais à vivre. La partie où l'amour devient un miroir, et y voit enfin combien de dégâts le silence peut causer. Je ne savais pas, a murmuré David. Je ne savais pas que tu portais notre enfant quand je ne me suis pas présentée. Elle n'a pas parlé pendant un moment. Puis, elle a dit la seule chose qui blessait plus profondément que toute insulte. Tu n'as même pas demandé si j'allais bien, David. C'est la partie qui m'a brisée. C'était vrai. Il était devenu le genre d'homme qui avait de bonnes intentions mais agissait tard.
Il s'excusait seulement quand les dégâts étaient faits. Et maintenant, il faisait face au poids des conséquences que les mots ne pouvaient plus réparer. Je suis désolé, a-t-il dit. Il l'a dit comme si ce n'était pas suffisant. Parce que ce ne l'était pas. Mais elle a quand même répondu. Je sais que tu l'es, mais j'ai peur. Et je suis fatiguée. Il a lentement hoché la tête. Pouvons-nous parler, face à face, s'il te plaît? J'ai besoin de te voir. Une autre pause. Puis elle a dit quelque chose qui a fait bondir mon cœur. Rentre à la maison, David. Nous parlerons. L'appel s'est terminé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu mon fils, enfin respirer. Il s'est tourné vers moi avec des yeux rouges. Elle garde le bébé. J'ai faiblement souri, retenant mes propres larmes. Alors tu as une deuxième chance, David. Il a hoché la tête. Mais juste au moment où il se levait pour ramasser ses affaires, il a fait une pause et a regardé à nouveau la lettre sur le sol. Il s'est penché, l'a ramassée et a murmuré. Je pense que papa savait déjà que ce jour viendrait. Puis, il l'a soigneusement pliée et l'a placée dans la poche de sa poitrine comme quelque chose de sacré. Cette nuit-là, nous ne sommes pas retournés à ma maison. Nous sommes restés dans la vieille maison, dormant dans les chambres remplies de souvenirs et de toiles d'araignée. Et tôt le matin, juste au moment où le soleil se glissait à travers les vitres fissurées, David est venu dans ma chambre avec quelque chose dans sa main. Une petite enveloppe. Il me l'a tendue. Je l'ai lentement ouverte. À l'intérieur se trouvait un reçu imprimé. Ma maison avait été rachetée. Il l'avait achetée. Sans me le dire. La même maison que j'avais vendue par colère. La même maison que je pensais ne jamais revoir. J'ai levé les yeux, choquée. Il a souri avec des yeux humides. Je ne peux pas ramener le temps, maman. Mais peut-être que je peux te ramener à la maison. Mais juste au moment où il se tournait pour partir, son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message vocal, de Sarah. Il l'a joué à haute voix. David, j'ai besoin de te dire quelque chose avant que tu reviennes. C'est à propos de ce que le médecin a dit. Il y a une complication avec la grossesse. David s'est fié. Ses yeux ont rencontré les miens. Que veut-elle dire par complication? J'ai regardé les mains de David trembler alors qu'il rejouait le message vocal encore et encore. Il y a une complication avec la grossesse. Chaque fois qu'il jouait, c'était comme une épingle au cœur. Sa respiration a changé, plus rapide, peu profonde, presque paniquée. Maman, a-t-il murmuré, et si quelque chose lui arrive? Et si quelque chose arrive au bébé? Il a saisi ses clés de voiture à la hâte, mais j'ai tenu sa main. Attends, David. Tu ne penses pas clairement. Assis-toi une seconde. Il s'est assis, mais seulement physiquement son esprit était loin, déjà devant la porte de Sarah, déjà imaginant le pire. Je ne voulais pas l'alarmer davantage, mais en tant que mère, je savais aussi que les médecins n'utilisent pas le mot complication à la légère. Je dois être là, a-t-il dit. Je dois arranger ça. Je l'ai déjà trop souvent déçu. J'ai hoché la tête. Alors vas-y. Mais vas-y avec la tête calme et le cœur fort. Si elle a peur, ne lui laisse pas voir la peur dans tes yeux. Il a hoché la tête, m'a serré fort dans ses bras et a murmuré. Merci de m'aimer encore, maman, même après tout ce que j'ai fait. Alors qu'il sortait, j'ai murmuré une prière sous mon souffle, mais pour le cœur brisé de mon fils. Et la femme essayant de guérir d'avoir été oubliée. Il est arrivé à son appartement 30 minutes plus tard. Il a frappé. Une fois. 2 fois. Pas de réponse. Il a essayé à nouveau, cette fois plus fort. Toujours aucun son. Inquiet, il l'a appelé. Le téléphone a sonné, et à l'intérieur de la maison, il l'a entendu vibrer. Il a paniqué. Ses mains ont cherché la clé de rechange qu'elle gardait sous la plante en pot près de la porte. Elle était toujours là. Il est entré lentement. Sarah. Silence. La télé était allumée mais en sourdine. Ses chaussures étaient près de la porte. Son écharpe sur le canapé. Mais aucun signe d'elle. Et puis, pied. Son nom écrit de son écriture douce et familière. David. Il l'a lentement ouvert, ses mains tremblant. Je suis désolée d'avoir dû partir sans te le dire en personne. Je saigne. Le médecin dit que c'est risqué. Je ne voulais pas que tu paniques. Je suis à l'hôpital maintenant. Chambre d'une dose. S'il te plaît, viens. Si tu t'en soucies encore. David a laissé tomber la lettre et a sprinté vers la porte. Quand il est arrivé à l'hôpital, son cœur a failli exploser d'anxiété. Il a demandé à l'accueil.
Ils ont indiqué l'aile de maternité, chambre d'Unduz. Quand il est entré, elle était là, allongée, pâle, faible, une perfusion dans sa main. Sarah, a-t-il murmuré. Ses yeux se sont lentement ouverts. David, a-t-elle dit, souriant à peine. Il s'est précipité à ses côtés, a saisi sa main et l'a doucement embrassée. Je suis là maintenant. Je ne vais nulle part. Des larmes ont roulé sur ses joues. Je ne savais pas comment le dire autrement. J'avais peur. C'est moi qui devrais avoir peur, a-t-il dit, essuyant ses larmes, de te perdre, de ne pas être l'homme que tu mérites. Elle a reniflé. Le médecin a dit que le bébé pourrait ne pas tenir. Mais il y a encore une chance. Il a hoché la tête. Alors nous nous accrocherons à cette chance ensemble. Ils ont tous deux pleuré silencieusement. Pas de douleur, mais de peur, d'espoir et de regret. Et alors qu'ils se tenaient la main, une infirmière est entrée discrètement. Désolée de vous interrompre, a-t-elle dit, regardant sa fiche, mais le médecin aimerait vous parler à tous les deux, en privé. Ils ont échangé un regard nerveux. Sarah a murmuré, maintenant. L'infirmière a hoché la tête. Il a dit que c'est urgent. Alors qu'il suivait l'infirmière dans le couloir, le téléphone de David a vibré à nouveau. Un nouveau message d'un numéro inconnu. Il l'a ouvert rapidement, pensant que c'était une alerte de l'hôpital. Mais ce n'était pas ça. C'était une photo de Sarah, endormie, prise de l'extérieur de la fenêtre de son appartement. Tu n'es pas le seul à veiller sur elle. David s'est arrêté de marcher. Son cœur s'est figué. Sarah l'a regardé. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne savait pas quoi dire. Qui a pris cette photo? David ne pouvait pas bouger. Le téléphone tremblait dans sa main, tandis qu'il fixait la photo. Sarah a recroquevillé sur son canapé, endormie. Rideau légèrement ouvert. Prise de l'extérieur, par quelqu'un qui observait. Tu n'es pas le seul à veiller sur elle. Sarah a remarqué son soudain silence et s'est arrêtée de marcher. David, que se passe-t-il? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Il a tourné l'écran vers elle. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Ses mains ont volé vers ses lèvres. Quoi? C'est moi. C'est notre maison. Sa voix s'est brisée. C'est la nuit où je me suis endormie en pleurant. David a saisi sa main fermement. As-tu dit à quelqu'un où tu habites? As-tu remarqué quelqu'un d'étrange autour de chez toi? Elle a secoué la tête, terrifiée. Non, personne. Je vis seule. J'ouvre à peine la fenêtre. Ils se sont tous deux tournés vers l'infirmière qui attendait au coin. Je suis désolée, a dit David, mettant son téléphone en poche. Nous arrivons tout de suite. Mais son esprit tournait. Qui enverrait ça? Et pourquoi maintenant? Était-ce quelqu'un de son passé? Un étranger? Ou quelqu'un qu'ils connaissaient tous les deux? Dans le bureau du médecin, les nouvelles n'étaient pas plus faciles. Le médecin, un homme âgé aux yeux fatigués et à la voix douce, a soupiré avant de parler. Le saignement s'est arrêté pour l'instant, a-t-il commencé. Mais nous devons la surveiller de près. C'est une grossesse à haut risque. Elle devra rester allongée, réduire le stress et éviter toute tension physique ou émotionnelle. David a serré la main de Sarah. Elle a lentement hoché la tête. Le bébé va toujours bien? Pour l'instant, a répondu le médecin. Mais nous marchons sur une corde raide. Sarah a regardé David. Des larmes ont à nouveau rempli ses yeux. J'ai déjà tant perdu dans la vie. Je ne peux pas perdre cet enfant. Tu ne le perdras pas, a-t-il murmuré, brossant doucement ses cheveux. Pas sous ma surveillance. Le médecin l'a ajouté. Vous devriez informer toute famille proche, au cas où des décisions devraient être prises rapidement. Sarah s'est figée. Elle n'avait plus de famille proche. Ses parents étaient tous deux décédés. Son frère, éloigné. Et David. Il avait sa mère. Mais la dernière fois que Sarah l'avait vue, elle ne lui parlait même pas. Cette nuit-là, David ne pouvait pas dormir. Sarah avait été admise en observation. Il était assis à son chevet, la regardant dormir paisiblement sous la faible lumière de l'hôpital. L'image de cette photo le hantait. À minuit, il est sorti discrètement pour respirer. Il a fait défiler son téléphone à nouveau. L'expéditeur n'avait toujours pas répondu. Il a composé le numéro, ça ne sonnait pas. Il était déconnecté. Puis soudain, un autre message est apparu. Je t'ai averti avant. Mais tu n'as pas écouté. Elle n'est pas en sécurité avec toi. Le cœur de David a chuté.
Il a fixé l'écran, horrifié. Averti? Quand? Que voulait-il dire? Et pourquoi maintenant, quand la vie de Sarah ne tenait qu'à un fil? Il a appelé son vieil ami Marcus, un gars calme, féru de technologie, qui devait plus d'une faveur à David. J'ai besoin de ton aide, a dit David. J'ai besoin de tracer un numéro. Le lendemain matin, David est retourné à l'hôpital tôt. Sarah était réveillée, légèrement assise, un livre à la main. Elle semblait faible, mais plus calme. Bonjour, a-t-elle murmuré avec un sourire fragile. Il s'est approché et a embrassé son front. Une douleur? Elle a secoué la tête. Juste fatiguée. Elle a fait une pause. Puis a ajouté doucement. J'ai fait un rêve la nuit dernière. Il l'a regardé. J'ai rêvé que je perdais le bébé. J'étais dans une grande maison, seule, tenant un berceau sans rien dedans. Puis j'ai entendu la voix de ta mère fin appelant voleuse, me disant que j'avais volé son fils. David a fermé les yeux. Sa gorge s'est serrée. Je suis tellement désolée, Sarah, pour tout ce qu'elle a dit, pour tout ce que je n'ai pas dit quand j'aurais dû t'effondrer. J'ai peur, a-t-elle murmuré, d'être à nouveau indésirable. David s'est agenouillé près de son lit et a tenu ses mains. Tu n'es pas indésirable. Plus maintenant. Et je jure, je ne laisserai plus jamais personne te blesser. Avant qu'elle puisse répondre, le téléphone de David a vibré. C'était un message de Marcus. J'ai une localisation. Les messages viennent de ta rue. Probablement un voisin. Veux-tu que je consulte les caméras de surveillance? Le sang de David s'est glacé. Un voisin. Quelqu'un qui lui souriait chaque matin. Pourrait-il traquer Sarah? Juste à ce moment, l'infirmière s'est précipitée. Monsieur David. Êtes-vous son mari? Oui, je le suis. Suivez-moi rapidement, s'il vous plaît. Il y a un problème. Il a regardé Sarah. Son visage était à nouveau pâle. Elle tenait son ventre. David s'est précipité avec l'infirmière dans le couloir, mais en tournant le coin, son téléphone a à nouveau vibré. Un nouveau message, du même numéro. Cette fois, ce n'était pas une photo. C'était une vidéo. De lui. Dans l'hôpital. Observé de loin. Tu es trop tard, David. Tu aurais dû rester avec ta mère. Au moins elle n'a jamais prétendu. David s'est figé. Que signifiait cela? Et plus important encore, qu'il observait, à l'intérieur de l'hôpital, et pour la première fois de ma vie. Je ne savais pas vers qui courir ma femme enceinte, luttant pour sa vie, ou le fantôme d'une mère que j'ai laissée dans la douleur. Mais à ce moment précis, je n'avais pas le choix. Monsieur, suivez-moi s'il vous plaît. A appelé l'infirmière à nouveau. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et couru dans le couloir. Sarah, ai-je appelé en entrant dans la chambre. Elle était recroquevillée sur le lit, haletant, tenant son ventre. Le médecin était déjà là, criant des ordres, vérifiant ses signes vitaux. C'est le stress, a-t-il aboyé. Sa tension artérielle vient de monter en flèche. Nous devons la stabiliser ou nous pourrions perdre le bébé. Mes jambes ont cédé sous moi. Je suis resté figué, impuissant. Des larmes coulaient sur ses joues. Ses lèvres tremblaient. Elle a murmuré mon nom comme une prière. David. Je suis là, je suis juste là. Je me suis précipitée à ses côtés, prenant sa main. S'il te plaît, tiens bon. Je ne veux pas te perdre, a-t-elle sangloté. Je ne veux pas perdre ce bébé. Tu ne le perdras pas, ai-je étouffé. Tu ne le perdras pas. Je te le promets. La machine à côté d'elle a commencé à biper rapidement. L'infirmière m'a poussée de côté. Monsieur, nous avons besoin d'espace. Pendant qu'il s'occupait d'elle, je suis sortie de la chambre, mon cœur battant, mes mains tremblant. Puis je me suis souvenue de la vidéo. J'ai sorti mon téléphone à nouveau et l'ai joué, mes doigts tremblants. Elle me montrait entrant dans l'hôpital, minutes auparavant, de derrière un pilier. Puis à nouveau, du coin près du poste des infirmières. La caméra bougeait, me suivant. Et puis, elle s'est inclinée. À gauche de l'écran, une femme est apparue, cheveux gris, un uniforme de nettoyage, poussant un chariot à serpillière, regardant droit dans la caméra. Puis, elle a souri. Quelque chose dans ce sourire a tordu mon estomac. J'ai zoomé. Pas d'identifiant. Pas de badge nominatif. Elle ne faisait pas partie du personnel hospitalier. Je connaissais la plupart d'entre eux maintenant. Et puis ça m'a frappé. Elle ne nettoyait pas du tout. Il n'y avait pas de serpillière. Pas de gants. Juste un seau sans rien dedans. Alors qui était-elle? Et pourquoi était-elle dans la même vidéo qui me suivait? Plus tard ce soir-là,
Sarah a été transférée dans une chambre privée, faible mais stable. Je me suis assis à ses côtés pendant qu'elle dormait, regardant sa poitrine monter et descendre. J'ai fait défiler mes messages à nouveau. Toujours rien du numéro étrange. J'ai envoyé un message vocal à Marcus. Vérifie les caméras de surveillance de l'hôpital. Cherche une femme aux cheveux gris, poussant un chariot à serpillière. Elle était dans la vidéo que quelqu'un m'a envoyée. Je pense qu'elle me suit. Je me suis assis dans la chambre silencieuse, le cœur lourd. Et puis de nulle part Sarah a marmonné dans son sommeil. Je me suis penché plus près. Elle murmurait quelque chose. Non. S'il vous plaît, ne. Je n'ai pas. Je n'ai jamais voulu la remplacer. À qui parlait-elle? Puis soudain, elle s'est assise avec un halètement brusque. Sarah. Elle a regardé autour, terrifiée. Où est ta mère? Elle était juste ici. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je l'ai vue. Sarah, ma mère n'a pas été ici. Elle m'a regardé droit dans les yeux, a-t-elle murmuré. Elle a dit, il m'a laissé mourir pour toi. Puis elle a disparu. Je ne savais pas quoi dire. Je savais que ça pouvait être le stress, un traumatisme, même la médication. Mais ses yeux, ils n'étaient pas confus. Ils étaient sûrs. Plus tard cette nuit-là, je suis sortie de la chambre pour prendre l'air. La femme aux cheveux gris. Elle se tenait près du distributeur automatique, face au mur, toujours dans l'uniforme de nettoyage. Quelque chose en moi s'est figué. J'ai marché vers elle, prudemment. Mais juste au moment où je me suis approchée, une infirmière est passée entre nous. Et quand j'ai regardé à nouveau, elle avait disparu. Aucune trace. Aucun son. Pas même des pas. J'ai couru au bureau de sécurité. J'ai besoin de vérifier les images de la dernière heure du couloir de l'aile. Le garde a hésité mais m'a laissé entrer. Nous avons joué les images de la caméra. Minute par minute, jusqu'à ce que je la voie. Elle était là debout, regardant à nouveau dans la caméra. Puis elle s'est lentement tournée et a marché dans le couloir qui ne menait nulle part, juste une sortie de secours verrouillée. Le garde a froncé les sourcils. C'est étrange. Cette sortie est alarmée. Personne n'est censé y aller. Il a rembobiné et zoomé. Au moment où elle a atteint la porte, elle a disparu. Pas d'ouverture, pas de son, rien. Juste disparu. Je me suis précipitée dans la chambre de Sarah. Elle dormait encore, mais quelque chose avait changé. Sur sa table de chevet se trouvait un morceau de papier plié. Je ne l'avais pas placé là. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. C'était l'écriture de ma mère. Tu m'as laissé sur mon lit de mort, David, pour un dîner d'anniversaire. Maintenant chaque jour sera un enterrement. Mes genoux ont fléchi. Des larmes ont rempli mes yeux. Cette nuit s'est rejouée dans ma tête comme un cauchemar. J'ai vu le message que j'ai ignoré. L'appel manqué. Son message vocal que je n'ai jamais écouté. Juste parce que je pensais qu'elle exagérait. Juste parce que je pensais qu'elle serait toujours là. Et maintenant, elle apparaissait dans des endroits où elle ne devrait pas être. La chambre de Sarah. Le couloir de l'hôpital. La vidéo. Le message de l'étranger. Étais-je hantée ou chassée? Soudain, mon téléphone a vibré à nouveau. Marcus avait envoyé une image. Mec, j'ai vérifié le registre du personnel de l'hôpital. Personne comme ça n'existe. Mais j'ai trouvé quelque chose d'étrange dans de vieilles images. Une photo était jointe. Image de sécurité d'il y a 2 ans. La même femme. Le même faux uniforme. Debout près d'un lit d'hôpital. À côté de ma mère. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment vu ma mère. Pas seulement en mémoire, mais en regret.